Bonjour tout le monde, toujours un plaisir de vous retrouver ici dans le studio du podcast Ouvre ton jeu. Mon invité vient de quitter à l'instant et j'aime ça faire, c'est bizarre à dire, mais faire les intros une fois que le podcast est terminé. On dirait que je me sens plus calme, plus détendue et j'ai toujours comme une espèce de... On dirait que je viens dans l'énergie de la personne que j'ai reçue. Puis aujourd'hui, c'est Maxime Roy. Et Maxime, je l'avais seulement reçu une fois à la télé. Puis c'est une fille que je suis dans tout ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent. J'aime l'entendre en entrevue, même si elle en donne peu. Alors, quand on l'a invitée, puis elle a accepté, j'étais contente. Je dis, ben là, on va apprendre à la connaître. Puis vous allez voir tout au long du podcast, on découvre vraiment une femme qui a fait un travail sur elle, qui a fait un cheminement et qui est très, très, très entière, très authentique, très généreuse de son histoire. Et je suis sûre que ça va en aider plusieurs parce que on le sait ici, les témoignages des invités aide beaucoup. Donc, vous êtes beaucoup à nous répondre que ça, des fois, c'est un mot, une phrase vient faire une différence dans votre propre parcours ou vous fait comprendre parce qu'il n'y a pas de jugement autour de la table. Et des fois, quand on écoute puis on ne juge pas, ben, on comprend davantage. D'ailleurs, je vais juste vous lire quelques commentaires. Julie nous dit... Ouvre ton jeu fait partie de mes longues marches. Marie-Claude me fait marcher plus longtemps car je ne veux pas arrêter le podcast et j'apprécie toutes les invités. Ça, je trouve ça drôle parce qu'on se fait dire ça souvent. Hein, il y a des podcasts qui durent 1h15, des fois 1h30, des fois 2 heures. Donc, les marches varient de jour en jour. Lynn commente l'épisode avec Julie Bélanger quand Julie a parlé du pardon. Puis elle dit, ma belle Julie, contente de t'avoir écoutée. Et oui, le pardon, c'est vraiment essentiel. Moi, je me suis pardonnée avec l'aide d'une psychologue et j'ai pu pardonner aussi à celui qui m'a détruit. Et ça fait tellement du bien et je ne vis pas dans la colère, la haine et la révolte. Et vous allez voir dans le podcast qui suit, on revient aussi sur le pardon. C'est vraiment un thème important. Puis on voit à quel point... Une fois qu'on a pardonné ou encore que quelqu'un a demandé un pardon, bien, ça fait une différence pour le reste de la vie. Huguette nous parle de Paul Piché, cet homme légendaire au Québec. Après ce visionnement, on comprend pourquoi. C'est un grand homme de par la solidarité de ses convictions, son assurance, sa candeur. J'ai adoré cette entrevue sans filtre et juste pour la petite histoire, quand le Ouvre ton jeu de Paul Piché s'est terminé, je pense qu'on a continué à parler 1 heure après la fin parce que là, on a commencé à parler de politique. C'est vraiment beau de voir un homme aussi engagé avec autant de conviction, mais le faire de façon simple, sans juger l'autre, sans... En même temps, on apprend de l'histoire du Québec à travers son implication. Quel homme, effectivement, intéressant. Comme à chaque début de podcast, je remercie. Des fois, il y en a qui disent pourquoi tu parles de tes partenaires? Bien, en podcast, c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux juste clarifier pour ceux et celles qui sont moins habitués de regarder ou d'écouter des podcasts. En podcast, c'est nous qui, les animateurs ou les intervieweurs, qui portons nos partenaires. C'est nous qui parlons de nos propres partenaires. C'est ça, la nature d'un podcast. C'est comme du vrai. Hein? Je ne pars pas une vidéo, je ne monte pas d'extrait. On est dans le vrai. Et c'est pour ça que c'est moi qui en parle. Puis en même temps, ces partenaires-là sont vraiment précieux parce qu'ils permettent d'offrir le Ouvre ton jeu gratuitement sur toutes les plateformes. Parce que oui, vous pouvez aller sur Patreon. D'ailleurs, je vous invite à le faire parce que Patreon, on va ouvrir des options pour ceux qui sont membres. Vous recevez, évidemment, c'est une plateforme qui est payante. Vous recevez les Ouvre ton jeu à l'avance. Il n'y a pas de publicité. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Et éventuellement, je vais faire des Ouvre ton jeu express pour les membres Patreon. Et aussi, on a la plateforme, en fait, la communauté virtuelle, le Marie Club, où les épisodes sont déposés 1 semaine à l'avance et ce, sans publicité. Vous pouvez vous rendre au marieclaude.com si vous voulez en savoir plus. Mais là où les gens l'écoutent en majorité, c'est évidemment sur toutes les plateformes et gratuitement. Et ça,
bien, je tiens à remercier Karine Jonca, qui est quand même disponible. Les produits Karine Jonca, on en a là, dans la bibliothèque. C'est des produits qui sont disponibles dans pratiquement toutes les pharmacies. Il y a 1000 points de vente. C'est une Québécoise. C'est une qui travaille avec son mari Francis, qui a une superbe entreprise et qui me suit depuis tellement d'années. Alors, c'est vraiment quelqu'un d'important. Et là, Karine, si vous vous rendez sur son site web, elle vous offre 15 % de rabais avec le code promo Ouvre ton jeu 15. Et ça, vous devez vraiment aller en ligne. Eros et compagnie, le niveau rose qui me faisait peur au début et finalement, les invités naviguent dans le niveau rose sans enjeu. C'est vraiment beau de les voir répondre à ce niveau-là. Alors, eux aussi offrent 15 % de rabais. Le code promo Rose 15. Vous vous rendez sur leur site web. Opto Réseau, alors eux, c'est le grand solde annuel jusqu'à 50 % de rabais sur plusieurs montures en cours jusqu'au 10 janvier 2025. D'ailleurs, maintenant, je porte aussi des montures Opto Réseau. J'en ai de plus en plus de besoin, je dirais ça comme ça, pour bien lire. Alors, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, c'est vraiment place à cette grande actrice qui fait un retour, entre autres, dans Indéfendable au Québec sur TVA. Et mais j'ai adoré ça Ouvre ton jeu. J'ai découvert, ça me fait du bien des fois de voir des gens que je connais pas personnellement, de les recevoir et de vivre un moment comme si c'était une amie. Alors, je vous laisse à Maxime Roy. Il a eu une vie très difficile, donc il a été très difficile comme père. Il était très exigeant. Et quand il est tombé malade, j'ai dit, ça te tente-tu de faire une thérapie? Puis il a dit oui. Je pensais jamais qu'il dirait oui. Il a commencé une thérapie, puis il a fait un super cheminement incroyable tout le long de sa maladie jusqu'à temps qu'il meure. Et il a appris à s'exprimer, ce qu'il n'avait jamais fait. Il a appris à dire « je t'aime », il a appris à demander pardon. Moi, il m'a demandé pardon. Et donc, à partir plus de ce moment-là, que j'ai vraiment eu plus de facilité parce je pense que on peut attribuer à demander pardon à une faiblesse, tu sais. On peut dire que c'est faible de demander pardon, mais c'est pas du tout faible. C'est ça qui demande du courage. Je trouve ça beaucoup plus courageux, quelqu'un qui demande pardon, que quelqu'un qui le fait pas. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Aujourd'hui, je rencontre une femme que je suis depuis longtemps. On dirait que je suis aussi une fan de cette fille-là. Je la trouve d'abord magnifique, mais bonne dans tous les rôles qu'elle a fait. J'ai toujours cru à ses rôles. Je la trouve vraie. Quand j'écoute ses entrevues, je manque pas un mot, je veux savoir ce qu'elle pense. Puis on dirait que je sais pas où est-ce qu'elle vit. On dirait que c'est quelqu'un qui est un peu vaporeux. On entend parler. Est-ce qu'elle travaille aux États-Unis, dans le reste du Canada, au Québec? J'ai l'impression que je me sens un peu comme Jeannette veut savoir. Là, c'est Marie-Claude veut savoir, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi. On veut en savoir plus sur Maxime Roy. Bienvenue, Maxime. Merci, quelle introduction. Est-ce que je suis mystérieuse? Est-ce que c'est... J'ai dit vaporeuse, mais ouais. C'est vrai, tu as quelque chose de... Il y a comme un mystère autour de toi. Ah oui, j'aime ça. Et pourtant, je suis tellement pas, comme mes amis diraient jamais, m'attribueraient jamais ça, le mot mystérieuse, là, parce que je suis pas du tout. Mais peut-être, oui, au niveau du public, j'en dis pas beaucoup sur ma vie. Oui, c'est ça. Dans ta vie publique, t'es réservée. Mm-hmm. Mais dis-moi, t'habites où? On dirait là vraiment, j'ai des questions de base avant de commencer. Ouvre ton jeu. Ben, je suis à Montréal et je suis aux États-Unis aussi. J'ai un pied-à-terre aux États-Unis, puis j'ai un pied-à-terre à Montréal. Fait que je me promène. Quand il fait pas beau ici, je m'en vais aux États-Unis. Puis quand je travaille, je suis ici. C'est ça, je me promène. Fait que t'as cette liberté-là de te promener. Ouais. Et comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien. Là, ça va bien. Ça a été difficile les dernières années, mais je pense pour tout le monde, là, tu sais, avec la pandémie. Avec la pandémie, tout ça. Mais là, ça va bien. Les choses repartent. En fait, moi aussi, juste dans ma vie, j'ai comme repris... je pense que ça a déstabilisé beaucoup de gens, puis surtout
Ben, dans beaucoup de milieux, mais dans notre milieu particulièrement, parce que moi, mon métier a changé énormément, la façon de faire, la façon de fonctionner. Donc, je me suis sentie un peu perdue à un moment donné, puis je me suis posé la question si vraiment je voulais continuer. Puis là, c'est comme... Je me sens regroundée, mettons. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de continuer? J'ai reçu, c'est drôle, parce que vraiment, j'allais abandonner là, il y a quelques années, et j'ai reçu un appel d'un producteur avec qui j'avais déjà travaillé, qui me proposait d'adapter une série pour le Québec avec lui, une série ukrainienne. Et il voulait que je joue dedans et que je l'aide à produire. Et là, je me suis dit, mon Dieu, il m'attribue peut-être des qualités que je savais pas que j'avais. C'est-à-dire un espèce de potentiel de développement, de compréhension et tout ça. Puis vraiment, j'allais abandonner. Là. Il y avait quelque chose, il y a un autre métier qui m'intéressait, puis j'allais le faire. Puis je me suis dit, peut-être que c'est la vie qui est en train de me dire, t'as pas fini. T'as encore des choses à dire, t'as encore des choses à montrer puis à prouver. Puis finalement, c'est ça. J'ai accepté. Puis j'ai dit, OK, on part là-dedans. Est-ce que tu te dis, c'est quoi l'autre métier qui t'attirait? Ben, c'était en fait, je sais pas si je peux le dire, mais c'était au niveau, pas au niveau politique, mais au niveau gouvernemental. OK, complètement autre chose. Ouais, là, un virage à 180 dans la degrés. culture, mais au niveau gouvernemental. OK, ça fait que tu as un intérêt pour la sphère publique. Oui. Oui, bizarrement. En fait, je me présenterais jamais comme aux élections politiciennes comme telles, mais tout ce qui est derrière et faire... Moi, j'aime beaucoup faire rayonner les autres. Mm-hmm. Un peu comme toi. Tu sais, Ouais. j'aime ça au niveau des arts et tout ça. Fait que c'était un peu dans ce sens-là. Mais tu sais, de savoir qu'il y a quelque chose d'autre que t'aimes, et en fait, puis que tu as déjà le métier, l'expérience que tu as, ça doit rassurer aussi. De dire, s'il n'y a plus ça, il y a d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressent dans la vie. Autant que je suis extrêmement passionnée par mon métier, il y a d'autres choses. Et des fois, j'ai trouvé mon métier vraiment déchirant et difficile. Comme je ne suis pas la seule, là, c'est sûr, mais il y a d'autres intérêts, il y a d'autres choses dans la vie. Il y a d'autres choses dans la vie. C'est toujours ça que je me suis dit. Puis de pas... surtout, c'est ça, dans les 5 dernières années, je me suis dit, il faut pas... j'ai une espèce de lâcher-prise de... Si ça marche plus, je vais finir mes cours de plongée, puis je vais aller travailler dans un club med comme Dive Master. Tu sais, comme j'ai toujours ce plan-là de... Il y a d'autres choses que je peux faire qui vont me nourrir, tu sais. Parce que quand on pense, comme tu le décris, c'est qu'on rechoisit aussi son métier. Ouais. T'sais, ça permet d'avoir un angle différent. C'est pas une obligation. Oui, exactement. Oui, puis c'est un angle différent. Puis là, j'approche mon métier d'un angle différent en ce moment. En portant d'autres chapeaux aussi. Et depuis longtemps que je veux utiliser une autre partie de mon cerveau, juste apprendre des textes. T'sais, raconter une histoire, pas juste de mon personnage, du point de vue de mon personnage, mais d'une vue d'ensemble. Et ça m'a toujours intéressée. Depuis longtemps, j'ai réalisé un court-métrage il y a 20 ans, puis j'avais une petite compagnie de production. Puis c'est quelque chose de... Produire quelque chose, c'est le fun aussi, tu sais, de rassembler une équipe, de mettre sur pied une équipe que tu sais qui va avoir une cohésion puis qui va aider à mettre au monde quelque chose, c'est vraiment trippant pour moi. Je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est comme une famille aussi, c'est de bâtir une famille. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire. Ouais. Est-ce que tu as envie d'ouvrir ton jeu? Ah oui! Alors, il y a différents niveaux, Maxime. Il y a le niveau vert, qui sont des questions d'ordre général. Le niveau jaune, qui sont des questions d'ordre personnel. Niveau rouge, d'ordre plus personnel. Faut que je prenne de l'eau. Niveau Eros et compagnie, qui touche la sexualité et la sensualité. Opto-réseau, c'est toujours une question, je trouve, qui est la grande finale de cette rencontre-là, qui est une question qui est douce, est un joker.
Si tu trouves que t'es tanné des sous-questions, tu dis OK, c'est assez, à ce moment-là, on change de question. OK. Alors, la façon que ça fonctionne, tu brasses les cartes sur la table, tu m'en donnes 5 vertes. Je vais te les lire. Et il n'y en a pas 5, là? Ah non? Il y en a plus. Tu m'en donnes 5, je vais te les lire. Tu vas en choisir une auquel tu vas répondre et je vais en choisir une. Donc, on répondra à 2 questions des vertes. OK. Merci. Alors, voilà les questions. De quoi as-tu peur? Comment réagis-tu à l'autorité? Quelle est ta définition de la famille? À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Comment évoluer au fil du temps l'importance que tu accordes au regard des autres? Oh, wow! C'est des bonnes questions, ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attends, c'est long. Tu avais de quoi tu peur? Ouais. Comment réagis-tu à l'autorité? Quelle est ta définition de la famille? À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Puis comment évoluer au fil du temps l'importance que tu accordes au regard des autres? Je vais prendre... À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Oui. OK. Alors, j'y réponds. Oui, vas-y. Sur un plateau de tournage. C'est vraiment... c'est vraiment l'endroit... Puis c'est très drôle parce que je sais que... Puis tu pourras me dire si j'ai tort ou j'ai raison, mais je sais qu'on a une vision, une perspective de moi qui est une fille très confiante, qui est très forte. Je sais que j'intimide. Ça, maintenant, je m'en rends compte un peu plus. Avant, je voulais pas. Parce que les gens me disaient ça, c'est parce que t'es intimidante. Puis je disais, ben non. J'avais peur que ça fasse prétentieux d'admettre que peut-être c'est ça, mais... et je pense que c'est juste parce que quand j'arrive sur un plateau, je sais que là, je suis en confiance. Je sais ce que j'ai à faire. Ça va faire 35 ans que je fais ce métier-là, puis... je sais que... C'est comme si ta confiance peut être confrontante. Oui. Je pense que c'est ça. T'es pas dans le doute quand tu arrives sur un plateau. Ouais. C'est vraiment le seul endroit que je peux dire que j'arrive. Tu sais, comme moi, entrer dans un restaurant seul, ça me fait peur. C'est quelque chose que j'aime pas ça. Et dans des événements publics, mettons là, qu'on se croise là, dans un gala quelconque, là, puis je te vois pas, là, c'est pas parce que je veux pas te voir, c'est parce que j'ai la vision tunnel. Il faut que je trouve quelqu'un que je connais puis que je vais à cette personne-là. Puis des fois, il y a du monde autour de moi qui attendent de me dire bonjour puis je les vois même pas parce que je suis très gênée. Mais sur un plateau de tournage, c'est pas moi. C'est un personnage. Fait que j'arrive toujours avec la confiance du personnage. Donc, plus que moi. T'es comme en pause de toi. Oui. Ça fait du bien. Mais est-ce que tu fais de l'anxiété dans la vie? Mm-hmm. Ouais. Oui, beaucoup. Puis je savais pas ce que c'était avant. C'est quand les dernières années, on a parlé beaucoup d'anxiété. Là, oui. On a mis un doigt. Les gens parlaient plus ouvertement aussi, tu sais, parce que c'est comme avouer une faiblesse de dire qu'on fait de l'anxiété. Oui, puis ça se voit pas. Non. On peut garder ça pour soi, l'anxiété aussi, sauf que ça colore, ça teinte les choix qu'on fait. Oui. Nos relations. Oui. Justement, comment tu te comportes en public, parce que c'est ça, moi, c'est qu'on pouvait te trouver froid, snob, parce que je vois pas le monde. Elle dit, elle passait à côté de moi, puis elle m'a même pas dit bonjour, mais je la voyais pas ou je le voyais pas parce que quand il y a tu trop cherches quelqu'un que je peux, oui, parce que c'est ça, tu sais, c'est ça, la vision tunnel que tu vois rien parce que tu es stressé, puis tu sens des regards, mais moi, je suis pas genre à entrer quelque part ou puis hey, non, je rentre, je suis pas bien. Sauf sur un plateau de tournage. Fait que je sais que sur un plateau, les gens sont comme... pensent que je suis extrêmement confiante, que c'est Maxime Roy qui est confiante, mais c'est le personnage qui est très confiant. Puis comment tu te sens, justement, quand tu es confiante? Qu'est-ce que ça allège chez toi, ça, d'être un personnage? Bien, c'est parce que c'est pas... Je me préoccupe pas de moi, de comment je parle, de quoi j'ai l'air, je m'oublie. Je suis capable de m'oublier complètement. D'oublier le regard des autres aussi, tu sais. C'est bizarre, hein? Parce que autant quand t'es sur un plateau, tout le monde te regarde. Ben oui. Mais je l'oublie, ce regard-là, parce que c'est pas vraiment moi qui est là. Fait que je peux me cacher derrière une énergie différente ou c'est ça, un personnage. Fait que je ressens pas cette pression-là.
Bien, ça m'amène, je pense que je vais te poser cette question-là, parce que je trouve qu'il y a un lien entre les deux. Comment évoluer au fil du temps l'importance que tu accordes au regard des autres? Ben, ça va mieux parce que je sais pas pour toi comment c'est, mais moi, quand j'ai eu 50, il y a quelque chose qui a déclenché dans ma tête qui a fait. On peut Ça sacrer, doit hein? être sacré Je comme m'en ça. calisse. Ouais. Je me suis vraiment dit, Ouais. j'étais toute seule à New York, dans un restaurant, j'étais assise au bar, je buvais une coupe de champagne, puis le soir de mes 50 ans, j'ai fêté ça toute seule, puis j'étais bien, soudainement. Puis j'ai vraiment fait, hey, non, mais on s'en fout de ce que le monde pense, là. Je suis rendue à la moitié d'un siècle, quand même. Je me suis rendue là. Mon chiro m'avait dit, tu t'es rendue là, c'est extraordinaire, tu sais, en joke, mais en même temps, sérieusement. Puis c'est vrai, c'est un privilège de vieillir. Oui. Puis là, je me suis dit, hey, je m'en fous de ce que le monde pense de moi, de ce que je vais faire dorénavant, de ce que je vais avoir l'air. Si j'ai envie de me mettre du rouge à lèvres rouge parce que c'était quelque chose qui m'angoissait avant, tu sais, genre, là, je m'en fous. Mais il y a encore c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont plus difficiles, qui mettent encore plus de pression aujourd'hui. Mais il y a un détachement que je fais par rapport à ce qu'on pense de moi. C'est juste que physiquement, quand je suis dans la position où le regard est projeté sur moi, je trouve ça difficile. Mais moi, chez nous, dans mon salon, c'est correct, là. Tu sais, comme je passe pas mon temps à penser comme... Mais c'est-tu en lien avec la confiance que tu as en toi que le regard des autres, quand même, a pris de la place? Ben, je pense que c'est à cause du métier. Parce que c'est l'aspect public. Oui, l'aspect public. C'est-à-dire que toi qui es gêné, c'est sûr, si tu rentres à quelque part, on va te reconnaître Ouais. à plusieurs endroits. Mm-hmm. Donc, ça, tu trouves ça difficile d'être reconnu par des personnes que tu connais pas nécessairement. Oui. D'être jugé, On t'a jugé? Ah, ben oui. Oui. Puis, je pense que c'est ça. Beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est un truc c'est tellement... J'ai vraiment une relation amour-haine avec les réseaux sociaux parce que on peut faire beaucoup. Il y a tellement de belles choses qu'on peut faire avec ça. Et d'un autre côté, je trouve que l'opinion publique, justement, a pris une place vraiment souvent pas le fun, en fait. Les gens, il y a un manque de savoir-vivre de base là, qui s'est installé de juger sur... C'est une chose de juger quand tu émets ou tu fais un commentaire et toi, ou tu fais quelque chose de... Mais quand ça vient au physique, je trouve ça complètement inacceptable. Qu'est-ce qu'on peut bien te reprocher de ton physique? Est-ce que tu penses qu'il y a de la jalousie? Ben, on peut toujours trouver quelque chose à dire, tu sais... Tu vieillis, t'as maigri, t'as engraissé, tes cheveux sont laids, t'es mal maquillée, t'es laide de ta robe, n'importe quoi. Toi, ça t'atteint. Mais ça t'atteint moins, c'est ça? Oui, avant, oui, parce que avant... En fait, c'est pas que ça m'atteint, c'est que je trouve le monde méchant. Ah oui. Et ça m'atteint. Moi, c'est la méchanceté de voir qu'il y a quelqu'un qui prend la peine d'aller écrire quelque chose de pas fin. Ça me... Tu sais, t'as envie de leur répondre, t'as-tu vraiment besoin de me le dire? Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, il y a beaucoup de femmes au micro ici qui ont parlé de ça. Bien plus que des hommes. Puis c'est souvent des femmes qui font ces commentaires-là aussi. Absolument. Tu sais, la plupart du temps, c'est des femmes. Et c'est... tu sais, tantôt, tu parlais du rouge à lèvres rouge. À un moment donné, à Deux filles le matin, il y avait les nominations du Gala artiste qui avait lieu la même journée que j'enregistrais les émissions. Donc, dès que la dernière se terminait, il fallait que je prenne un taxi et je me rende à la Place des Arts parce que je faisais partie des nominés, tu sais. Et mon maquilleur m'a dit, ben là, j'aurai pas le temps de te faire des retouches. J'ai dit, regarde, vu que c'est un événement quand même d'un 5 à 7, je vais te mettre du rouge à lèvres rouge. Ce que je mettais jamais pour faire les émissions. Le nombre de commentaires que j'ai eu sur mon rouge à lèvres rouge, c'était épouvantable. C'est pour qui je pense que c'est la seule fois que j'en ai autant, mais juste parce que c'était plus teinté. Pour qui tu te prends? C'est plus ton âge. Mais j'ai pris le temps de répondre à chacune de ces femmes. Pour essayer de... Puis là, je leur disais, mais qu'est-ce qui vous dérange tant? Ouais. Puis là, ben c'est pas de ton âge. OK, mais à quel âge? C'est quoi l'âge d'un rouge à lèvres rouge? Ouais. Et j'avais envie d'aller au fond des choses. Puis, tu sais, dans le fond, ce que je trouvais, c'était juste des gens
qui, on dirait, ça disait, moi, j'en ai pas. C'est comme si on les provoquait dans quelque chose qu'ils trouvaient inaccessible. Oui, mais ça les déclenche. C'est ça, à un moment donné, que tu réalises, c'est que ces gens-là, surtout les femmes, ça déclenche quelque chose chez elles qu'elles n'ont pas le courage de faire elles-mêmes. Tu sais. Oui. C'est des choix qu'elles n'ont pas fait, qu'elles ne sont pas capables de faire. Fait que c'est c'est de projeter leur insécurité ou leur manque de courage sur quelqu'un d'autre. Tu sais. De dire, si toi, moi, je peux pas le faire, toi, tu peux pas le faire. Si moi, à 60 ans, je peux pas mettre de jupe courte, toi, tu devrais pas mettre de jupe courte. T'sais. Fait que ça déclenche vraiment leur incapacité ou leur manque de courage propre. Puis, tu sais, ici, à Ouvre ton jeu, c'est ce qui est remarquable. Là. Puis, dans les commentaires, c'est tellement rare des commentaires négatifs concernant ce qu'on se dit, concernant l'invité. Moi, on dirait que le fait d'être authentique, d'être vrai, de prendre le temps de se raconter, de pas juste être comme un Polaroid qui est là quelques minutes, ça atténue vraiment les mauvais commentaires. C'est le contraire. Les gens vont dire hey, « moi, je n'étais pas sûre d'écouter cette personne-là, je ne l'aimais pas bien. Finalement, je viens de découvrir un humain qui vient de me toucher. » Tu sais, c'est comme quand on se laisse le temps, c'est qu'on voit la personne dans toutes ses dimensions et pas unidimensionnelle. Parce que moi, tu sais, je te trouve magnifique, je l'ai dit en partant, j'ai l'impression que la beauté provoque aussi quelque chose chez l'autre. Des fois, c'est inaccessible, la beauté, pour plusieurs, et ça provoque un inconfort. Est-ce que ça, tu l'as senti, que ta beauté aurait pu déranger? Ça, c'est drôle parce que c'est une question qui est difficile à répondre. D'une part, parce que si je dis oui, est-ce que j'ai l'air prétentieuse? Puis si je dis non, parce qu'il y a déjà une animatrice qui m'a dit c'est de la fausse humilité. La vérité, c'est que moi, je me vois pas comme ça, tu sais. Moi, je me vois comme... J'ai été élevée sur une ferme avec 3 grands frères. J'ai toujours été une tomboy, puis je suis encore tomboy aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis maquillée, je suis arrangée, j'ai fait un effort parce que, tu sais, je suis en public. Je fais un effort, mais moi, dans mon quotidien, je suis pas comme ça, tu sais. Puis, fait que quand... je deviens toujours mal à l'aise quand on me met l'étiquette d'une belle fille parce que moi, personnellement, je me vois pas comme ça. Mais... puis ça m'a pris du temps avant d'accepter ça, tout comme elle est sûre d'elle ou un snob ou whatever. C'est drôle parce que la perception et ce que tu ressens, il y a un gros décalage. C'est un décalage. Énorme, énorme. Mais là, aujourd'hui, je fais, je sais que j'ai pas... Il y avait une amie qui m'avait dit ça, puis j'adore ça. Maxime, tu sais que t'as pas l'air d'un chaudron. Elle me disait tout le temps ça. T'as pas l'air d'un chaudron, là. On sait. Fait que je sais que j'ai pas l'air d'un chaudron. Un chaudron, c'est tellement absurde comme... Mais de là à me qualifier, c'est pas quelque chose que je me regarde le matin, je fais... T'es hot. C'est pas du tout, là. Pas en tout, en fait, tu sais. Mais c'est ça. Je sais que oui, il y a des gens qui sont... que des femmes qui sont... que ça les challenge. Moi, ça n'a jamais été ça parce que moi, une belle fille, je suis capable de faire hey, tu es belle. Ouais. Puis je suis capable de le dire, t'es belle, puis t'es belle dans ton ensemble. T'es une. Tu sais, j'ai jamais eu ce problème-là. Peut-être parce que j'ai été élevée dans un univers de gars. Que quand il y avait mes amis, je les ai toujours. Tu sais, je leur ai toujours dit qu'ils étaient belles ou mes belles-sœurs ou. J'ai pas de jalousie ou d'envie à ce niveau-là, tu sais. Je le sais aussi que c'est une chance. Tu sais, comme mes parents, c'était deux belles personnes, puis le mix d'ADN a fait que j'ai pas l'air d'un chaudron. Tu sais, comme j'en reviens à mes parents, puis c'est une chance là, que je suis née, tout est correct, là, tu sais, tout est placé, c'est symétrique, j'en suis consciente, là, mais de là à me dire... mais sauf que tu as reçu quand même des commentaires en lien avec ça. Oui. Donc, oui, puis je le sens. Tu sais, avant, je me suis fait hacker ma page Facebook. Là, je pense qu'on s'en était parlé. Oui. Je ne l'ai pas récupéré d'ailleurs, mais c'était plus sur Facebook que j'avais des commentaires de femmes. Moi aussi, je prenais le temps souvent de répondre, de dire mais qu'est-ce qui vous provoque tant que ça? Vous êtes assis dans votre salon, là, sur votre tablette puis vous avez le besoin d'aller écrire quelque chose de négatif. C'est-à-dire, c'est quelque chose en dedans de vous, là, que vous avez absolument besoin de venir me dire que
tu sais, whatever, là. Puis il me répondait pas, tu sais, ils sont incapables parce que regarde-toi en pleine face, puis va voir c'est quoi en dedans de toi que ce vide-là, il est un vide, clairement. Ouais, d'où ça part. Puis j'avais commencé à écrire, vous avez besoin d'un câlin. Vous avez besoin d'un câlin. C'est provoquant, ça, pour l'autre. C'est drôle parce que quand on dit ça, tu as besoin d'un câlin, c'est souvent, ça s'arrête là. Oui. Mais c'était sincère. Clairement, madame, j'ai envie d'aller chez vous, la Joliette, puis de vous faire vous prendre dans mes bras parce que vous avez de la peine. Il y a quelque chose qui vous fait de la peine, on dirait, tu sais. Puis moi, des fois, je leur disais, écoutez, la vie est trop courte, changez de poste. Ouais. Tu sais, forcez-vous pas à me regarder puis m'haïr de même, madame, là. Ouais. Hey, changez de poste, on va arrêter ça, là. Tu sais, puis là, des fois, elle me répondait, mais en même temps, il y en a tellement qui écrivent des belles choses aussi. Ouais. Pas nécessairement, c'est pas au niveau narcissique, mais au niveau de ce qu'on fait. Comme je te dis, ici, ça vaudra la peine que tu ailles lire les commentaires qui vont suivre ce Ouvre ton jeu-là, parce que c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je suis fière quand on a des invités, parce que je sais que la communauté qui regarde Ouvre ton jeu est respectueuse. Mm-hmm. Tu sais, il y en a toujours là, des... qui arrivent de nulle part, mais ça, on ne contrôlera jamais ça, tu sais. Non. Mais c'est juste que... Mais c'est vrai, parce que j'en ai lu beaucoup des commentaires sur ta page, puis c'est vrai que les gens sont gentils en général. Ah oui, puis quand il y en a un ou une qui écrit quelque chose de pas gentil, il va dire la communauté est assez active pour dire « Hey, c'est quoi ton problème? » Ouais. Ben tant mieux. Ben oui, parce que c'est ça qu'on veut. Puis moi, j'ai mis une communauté virtuelle en place qui s'appelle le Marie Club. C'est des membres, des adhésions. Puis en tout cas, on fait plein de choses. On a un club de lecture, on fait des causeries en direct, on fait des Ouvre ton jeu avec les membres. En tout cas, puis... Et pour moi, c'est important qu'il y ait comme une bienveillance là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'échange dans le Marie Club. Et c'était comme, il faut respecter cette règle-là. Si on ne respecte pas cette règle-là, mais on ne sera plus membre, vous ne serez plus membre. Ouais. Parce que ça fait du bien d'arriver dans un espace où il y a une zone de confiance. Ouais. Parce qu'on est vraiment souvent dans des zones de méfiance. Ouais. T'sais, on est comme là, on a peur des fois de trop parler. On va-tu insulter quelqu'un? Mais alors que l'intention n'est pas là du tout. Ouais. Donc, de se laisser libre. Oui, on se sent en sécurité. Exactement. Ouais. Vive la sécurité. Est-ce que tu es prête à passer au niveau jaune? OK. Tu m'en donnes 4, s'il te plaît. J'ai l'impression de me faire tirer aux cartes. J'aime tellement ça, me faire tirer aux cartes. Ah ouais, tu fais ça souvent? Oui. 2 fois par année. OK. Oui. Mais c'est une vraie astrologue, là. Une vraie, là. 4, hein. Puis, ce qu'elle te dit... Ça arrive? Ben oui, puis elle, vu qu'elle est astrologue, ça fait ta charte, puis là, elle fait comme... Le meilleur exemple, c'est qu'à un moment donné, j'ai acheté une maison, puis j'ai eu des problèmes d'eau, là, des dégâts d'eau, j'ai des champignons. J'ai été obligée de stripper toute la maison. Et là, je suis allée j'ai eu des problèmes dans mon condo à Montréal, des problèmes d'eau, tout ça. Puis là, quand tout a été réglé, je suis allée la voir, puis là, elle fait ma carte du ciel, puis elle fait « Oh mon Dieu! Mais oui, mais Neptune est dans ton signe depuis 2 ans. As-tu des problèmes d'eau? » Ben, je dis oui. Elle dit non, mais t'as eu des dégâts d'eau. Puis là, c'était parce que Neptune était dans mon signe depuis 2 ans, puis ça faisait 2 ans. Fait qu'elle explique, elle est très terre à terre. Ben oui, mais là, c'est ça, c'est clair. Là, Saturne a commencé, il est en rétrograde jusqu'au 15 mai, puis là, ben, il va arriver ça. Fait que c'est très scientifique, ce qu'elle raconte. Puis je trouve ça fascinant. Puis souvent, ben, c'est on point, là. Ça arrive. Ouais. Je te donnais son nom. Mais là, ça m'intrigue, là. J'aime ça, là, tabarouette. Alors, voici les questions jaunes. Est-ce facile pour toi de demander pardon? Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter dans ta vie? Quel trait de caractère as-tu hérité de ton père? Que trouves-tu le plus difficile dans le métier d'actrice? Ah, ouais. OK. Faut que j'en choisisse? T'en choisis une. Juste une? Oui, puis je vais en choisir une après. J'ai pas... Tu vois, il y en a 2 qui me feraient pleurer tout de suite, fait que je les choisirais pas. Bon, peut-être que je vais choisir. Ouais, c'est ça. Je vais choisir une. Oh, mon Dieu. Ça, je peux pas changer. Ouais. Tu vois, j'ai eu plein d'eau déjà. OK, je vais choisir celle-là. Est-ce difficile pour toi de demander pardon? Oui. Prochaine question. Oui, moi, c'est pas... je suis capable de... Je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Dans
dans mes actions, dans mes paroles. Souvent, tu sais, j'ai une conversation avec une amie, puis je passe du temps avec une amie, puis là, je vais la rappeler, tu sais, pour dire... Quand j'ai dit ça, est-ce que tu as bien compris que je voulais pas dire ça ou que t'étais... Tu sais, j'espère que je t'ai pas fait de peine quand j'ai dit ça, c'était pas mon intention ou... Tu sais, je vais ressasser... Tu repasses la conversation au complet. Ouais. Mais de ton côté à toi. Oui, de mon côté à moi, pour être certaine de pas avoir blessé ou... Est-ce que ça t'est arrivé de blesser? Oui. Ah ben oui. Parce qu'on est tout un peu maladroit, puis on dit pas. Puis moi, je suis quelqu'un de très spontané aussi. Puis et je dis toujours, je suis vraiment un livre ouvert. Là, je suis pas. Et c'est pour ça que tu repasses. Oui, puis Catherine Mousseau m'avait dit sur le plateau de Virginie, la première année, elle dit, toi, what you see is what you get. Hein? Puis je dis oui, mon Dieu, oui. Puis elle dit oui, tout te paraît d'en face. De un, elle dit, tu peux rien cacher. Fait que je suis pas quelqu'un qui cache, je peux pas, on pourra pas me qualifier d'hypocrite. Ça, c'est pas quelque chose qu'on m'a Mais sauf qu'il y a un prix à payer pour ça. Quand on nous qualifie de pas hypocrite, ça veut dire qu'on nomme les choses, puis les gens sont pas toujours capables de les recevoir. C'est ça, mais il y a une façon de dire les choses aussi. Puis des fois, j'ai été maladroite, puis j'ai été trop plus jeune, tu sais, j'étais plus prompt. Puis là, en vieillissant, je mets plus de gants blancs. Tu sais, j'ai mis jusque-là mes gants blancs. Je me reconnais dans ce que tu dis. Ah, pour vrai? Ah oui. T'es quel signe, toi? Verseau. Ah! Ascendant vierge. OK. Et j'ai eu longtemps ça, de dire les choses, mais tu sais, on dirait que l'âge, l'expérience de la vie, fait qu'on arrondit, mais on dit toujours la même chose, mais c'est plus enveloppé. Oui. Des fois aussi, c'est le bon moment. Moi, des fois, je disais les choses au mauvais moment. Oui. Puis ça sortait comme... Pardon. Tu sais, là, ça faisait un petit froid, disons, à plusieurs égards. Puis j'étais pas à l'aise avec ça. Mais en même temps, je me disais, mais c'est vraiment ce que je pensais. Fait que, tu sais, fait comme une tête de cochon, tu comprends? Tu sens que c'est... Mais après ça, j'ai compris que l'intention, le ton, l'endroit, les mots, tu pouvais dire tout ce que tu pensais, mais les emballer différemment. Oui, exactement. C'est comme ça que tu l'as senti? Oui. Oui. Bon, oui, ça m'est arrivé. J'ai eu des leçons, des gens qui m'ont dit, ça m'a blessée. Puis, oh mon Dieu, c'est tellement. Puis c'est vraiment sincère, c'est pas mon intention du tout. Si je veux te blesser, tu vas le savoir. Je vais te dire carrément, ça va être intentionnel, mais puis je vais utiliser, ça sera pas une façon de détourner de blesser quelqu'un ou. Non. Puis. Donc, c'est ça. Est-ce que j'ai demandé souvent pardon, puis je le fais encore aujourd'hui, puis je trouve ça important. Puis il y a des affaires que j'ai fait, tu sais, des années plus tard, je me suis souvenue de conversations. J'ai dit, oh mon Dieu, j'avais dit ça, c'était épouvantable. Pourquoi j'ai dit ça? Puis là, 5 ans plus tard, je recroise cette personne-là, puis je me souviens à un moment donné que, puis la personne souvent s'en souvient même pas, mais pour moi, c'est important de dire, je veux juste te dire que cette fois-là, là, je l'ai échappé, j'ai pas été correcte, puis j'avais pas été fine. Je m'en suis pas rendu compte, puis en tout cas, je te demande pardon, tu sais. C'est important. Parce qu'après ça, tu sais pas, la vie, c'est ça. On perd des gens rapidement. Les gens meurent. On est rendu à un âge aussi que, tu sais, la vie va trop vite, puis tu sais pas quand est-ce que tu vas revoir ces gens-là. Tu sais pas si tu vas les revoir, puis si tu vas avoir la chance de régler des trucs, puis je trouve ça important. Tu sais, puis le pardon, on le fait pour soi. Ouais, oui. Aussi, mais moi, c'est aussi pour alléger la personne aussi, de dire, je veux que tu saches que tu méritais pas de te faire parler comme ça ou tu te méritais pas d'être blessé. Puis à quel moment dans ta vie tu as été capable de faire ça? Ah, ça fait longtemps. Je pense que c'est plus quand mon père est tombé malade il y a 21 ans, parce que ça fait 20 ans qu'il est décédé. C'est plus dans ce temps-là que mon père a fait un travail, lui. Quand il a été diagnostiqué, je lui ai dit, mon père qui était un homme très dur, il est parti de chez eux à 14 ans. Mon grand-père était violent. Il est parti chez eux à 14 ans. À l'âge de 18 ans, il s'est enrôlé dans l'armée. Le jour de ses 18 ans, là, il est parti en Europe. À 18 ans, aujourd'hui, un petit gars qui sent... Tu sais, quand tu penses au petit gars aujourd'hui, tu fais « Mon Dieu! » Puis je vois des photos de lui dans l'armée, puis c'était un petit garçon. Mais tout ça pour dire que il a eu une vie très difficile, donc il a été très difficile comme père.
était très exigeant. Et quand il est tombé malade, j'ai dit, ça te tente-tu de faire une thérapie? Puis il a dit oui. Je pensais jamais qu'il dirait oui. Il a commencé une thérapie, puis il a fait un super cheminement incroyable tout le long de sa maladie jusqu'à temps qu'il meure. Et il a appris à s'exprimer, ce qu'il n'avait jamais fait. Il a appris à dire « je t'aime », il a appris à demander pardon. Moi, il m'a demandé pardon. Et donc, à partir plus de ce moment-là, que j'ai vraiment eu plus de facilité parce je pense que on peut attribuer à demander pardon à une faiblesse, tu sais. On peut dire que c'est faible de demander pardon, mais c'est pas du tout faible. C'est ça qui demande du courage. Je trouve ça beaucoup plus courageux, quelqu'un qui demande pardon, que quelqu'un qui le fait pas. Mais c'est difficile de demander pardon. Mm-hmm. Très difficile. Ben oui, puis je pense que tu as le bon mot, courage. Et ton père, dans le fond, j'imagine que ça a réglé des choses aussi avec lui. Oh mon Dieu, oui. Bon, ça y est. Je sais pas ce que t'as. T'as un petit regard tout doux qui est tellement rempli d'empathie. Oui, ça a réglé beaucoup de choses. Ben, c'est particulièrement touchant ce que tu dis, parce que ton père, il n'y avait pas il a pas eu une enfance où il pouvait exprimer ses émotions. Il devait refouler, j'imagine, ses émotions. Ouais. Tu sais, quand tu choisis de, comme lui, partir toute jeune dans l'armée, en quittant ta maison aussitôt, et d'accepter de faire une thérapie. Avec quel âge à ce moment-là, ton père? Il avait 60. Il est décédé à 69, fait qu'il avait 68 ans. 68 ans, tu sais, je veux dire, un homme à 68 ans, il y a 20 ans, c'était pas tendance, là, les thérapies. Tu sais, maintenant, on en parle plus des thérapies. Donc, il le fait par amour. Oui. C'est vraiment un grand geste. C'était énorme. Puis là, il a remis en question tout ce qu'il a fait, puis de la façon qu'il a fait les choses. Puis il est devenu le père que j'avais rêvé d'avoir cette année-là. Ouais, encore. Il est vraiment... ma relation avait toujours été très tumultueuse avec lui. Et parce qu'il était super exigeant avec moi. Il voulait plus pour moi. Puis il me dit que c'est ça, quand on a eu cette conversation-là avant qu'il meure, il m'a dit, je voulais te pousser, tu sais, à aller plus loin. Mais je dis, tu l'as pas fait. Moi, j'étais une petite fille, j'étais le petit bébé de la famille, j'avais besoin de douceur. Puis lui, il était pas doux, pas en tout. Fait qu'il m'a toujours poussé de façon vraiment comme s'il avait poussé un gars. Puis il s'est excusé de ça. Il m'a demandé pardon. Mais tu as eu du courage aussi de lui demander s'il voulait faire une thérapie. Ouais. Puis en même temps, le souvenir que tu gardes de lui est complètement transformé. Tout à fait. Tout à fait. Puis je suis en paix avec ça aussi. Puis ça, c'est Jean-Marie Lapointe. Puis je lui ai dit souvent, je l'ai remercié tellement souvent, il m'avait conseillé d'avoir une conversation avec mon père. Il m'avait dit, Max, ton père va mourir, puis il faudrait pas qu'il meure subitement parce que tu n'auras pas réglé ce que tu as réglé avec lui. Puis je me suis toujours souvenue de ça. Je l'ai remercié tellement souvent. Et c'est ça, un jour, je lui avais demandé de faire une thérapie, mais un jour, pendant sa maladie, je suis allée lui parler, puis j'ai eu la conversation que j'ai toujours voulu avoir. Et là, il était ouvert à l'avoir aussi parce que ça faisait déjà des mois qu'il faisait une thérapie, puis qu'il était capable d'exprimer ses sentiments. Puis ça a été... il y a un poids qui s'est enlevé de sur mes épaules. Je suis retournée chez nous, mon chum me regardait, il dit « Ah, tu viens de parler à ton père. » Il savait pas. Il dit « Tu viens de parler à ton père, hein? » Je dis « Oui. » Il dit « T'as comme 100 livres d'enlever. » C'est incroyable, une conversation. Ouais. Parce qu'il y en a, tu sais, quand le parent décède avant que ça arrive, toute leur vie qui va rester, ils vont même si c'est l'enfant, des fois, c'est l'enfant blessé qui ne sera jamais réparé, tu sais. Et dans les conversations, ça arrive rapidement avec mon père. Tu sais, j'entends ça tellement souvent, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas eu, par exemple, de mon père ou de ma mère. Puis quand le parent est décédé, bien, c'est plus difficile des fois de faire la paix. Ouais. Alors là, tu l'as entendu de ton père, la version que lui avait. Ouais. Puis toi, tu as pu donner ta version. Oui. Ah oui, puis j'y ai dit, là, je t'ai haï. Puis je t'ai haï, puis j'ai même espéré des fois quand t'es jeune, là, t'as eu tes parents, là, tu sais, je voulais qu'ils meurent. Je l'haïssais, là, tellement qu'il venait... qui avait été... qui me donnait pas ce que j'avais besoin comme petite fille sensible. Puis j'y ai tout dit. Hey, c'était une scène de film, on était couchés, je m'étais étendue à côté de lui, là.
On regardait le plafond. Les larmes coulaient. J'y parlais, puis je disais tout. Puis je regardais du coin de l'œil, puis il y avait une larme qui coulait. Puis on s'est pas regardé, puis on a parlé, puis on s'est tout dit ce qu'on avait à dire. Puis c'était extraordinaire. Et tu lui as offert la paix aussi en faisant ça. Est-ce que c'est pour ça que tu penses que tu as été tomboy? T'es tomboy? C'était une façon de répondre aux besoins de ton père? Tout à fait. Oui, parce que mon père... parler d'émotions, ça marchait pas, tu sais. Fait qu'il fallait que je joue au baseball, que je me lance le ballon de football avec lui, que je fasse des sports de gars, plus masculins, mettons, avec lui, pour qu'on passe du temps ensemble, juste ça, tu sais. Quand j'étais petite, ça a l'air que je le suivais, il faisait des rénovations, puis je le suivais, puis là, il m'avait donné un petit marteau, puis il m'avait donné une planche, il avait mis des clous. Puis là, il mettait ça à côté de lui. Puis là, moi, je tapais ses clous juste pour avoir l'air de faire quelque chose avec lui. J'avais comme 4-5 ans, là. Puis c'était ma façon de passer du temps avec mon père, tu sais. Et comment il te trouvait comme actrice? Je sais pas. Je sais pas comment... Je pense qu'il me trouvait bonne parce que c'était pas quelqu'un qui donnait beaucoup de compliments, tu sais. Mais je sais que quand il y avait... il a vu les premières scènes d'amour que j'ai fait. Ça, là. Ah, qu'il était pas content. C'était-tu vraiment nécessaire? Il me disait, c'était-tu vraiment nécessaire? Je disais, mais c'est dans le scénario, c'est pas moi qui a réalisé le film, tu sais. Mais je sais que ça le challengeait beaucoup, là, parce que t'as 3 frères, t'es la petite sœur, donc t'es sa petite fille, il n'y a pas eu d'autres filles. Non. Et ça, donc, il a voulu te protéger aussi, j'imagine. C'est une façon maladroite c'est ça. De me protéger, puis de m'endurcir, puis de me mettre forte pour affronter la vie, tu sais. Me donner des outils pour affronter la vie. Fait que lui, dans sa tête, c'était « faut que je l'endurcisse ». Mais moi, c'était pas la façon. Mais c'est une autre génération aussi, hein, tu sais. C'est pour ça que je suis comme impressionnée qu'il ait accepté ta proposition. Puis pour le après, là, donc ça fait 21 ans, tu as senti que tu étais libérée de quelque chose? Ah ouais. Que tu pouvais t'émanciper, tu pouvais plus t'affirmer? Oui. Oui, puis en tant que femme, puis dans mes relations avec les hommes aussi, ça a changé beaucoup. Oui, ça a changé. Je me sentais plus sûre de moi aussi. C'est drôle, hein? Mais tu sais, je comprends. Tu sais, je sais, le livre là, Père manquant, fils manqué. Ouais, puis Corneau. oui, puis l'autre qui à propos de la fille aussi, tu sais, avoir un père absent, comment on peut rechercher, on recherche le familier, tu sais. Puis moi, je recherchais le familier d'un homme dur. Tu sais, j'étais attirée vers les hommes plus durs parce que mon père était dur. Puis à partir de ce moment-là, j'ai accepté plus la douceur de l'homme. Tu cherchais quelqu'un d'encadrant. Oui. Qui allait te guider comme avec sa face, sans t'affirmer à quelque part. Oui. Puis là, j'avais plus besoin de ça. Puis j'étais capable de m'affirmer par moi-même aussi. Parce que j'avais eu comme l'approbation de mon père. Tu sais, là, j'avais eu le... Mais c'est incroyable ce que tu dis, parce qu'on s'en rend pas compte, ça, nécessairement. J'imagine quand tu as proposé à ton père de faire une thérapie, tu t'attendais pas. Est-ce que c'est autant de conséquences positives sur le reste de ta vie? Non. Non, mon Dieu, non. Non, puis c'était pas par rapport à moi, c'était vraiment par rapport à lui. Je voulais qu'il parte en paix parce qu'on savait qu'elle allait mourir. Puis tu le trouvais comme enragé. Oui. Là. Je me disais, t'as-tu envie de juste te comprendre avant de partir, de comprendre... c'était aussi par rapport à la relation avec ma mère aussi. J'espérais qu'il fasse une thérapie pour être capable de dialoguer plus avec ma mère. Parce que c'est ça, il était supposé vivre 3 mois, il a vécu 1 an, tu sais. Mais on savait qu'elle allait mourir. Fait que tu veux que ça soit quoi tes derniers mois, tes derniers moments avec ta femme, avec tes enfants, avec tes petits-enfants, tu sais. Et mais je pensais pas que ça m'affecterait, moi, dans ma relation avec lui. Puis avec ta mère, est-ce que ça a fait un changement aussi? Oui. Et moi, il était plus doux. Il était vraiment plus doux. Puis il était plus ouvert à la conversation. Il était plus... Juste ça, c'est ça. C'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Puis là, il était capable de dialoguer puis de nommer des sentiments. De nommer des choses. Ce qui est pas... Déjà, pour un homme, c'est plus difficile. Aujourd'hui, c'est plus facile. Les générations plus jeunes sont capables. Mais à cette époque-là, c'était très difficile.
J'en reviens pas de ce que tu as fait. Je te trouve vraiment bonne et courageuse de dire à son père tu devrais peut-être faire une thérapie. Ah oui. Tu sais, sans savoir comment il va réagir à ça, tu sais. Et moi, je conseille ça à toutes les filles. J'ai conseillé ça à une amie il y a à peu près 6 mois. Elle a de la difficulté avec sa relation avec les hommes, tu sais. Puis je dis, ton père t'a abandonné. Parle-lui. Faut que tu lui dises, le jour où tu vas lui parler là, à ton père, il y a quelque chose dans ta dynamique avec les hommes qui va changer. C'est clair. Puis il faut que tu pardonnes à ton père. Il faut que tu lui dises que tu lui pardonnes. Parce que je suis sûre que lui, il attend juste ça aussi. Lui, il ose pas. Il ose pas t'approcher. Il ose pas avoir cette conversation-là avec toi. Je le conseille à tout le monde. Vraiment. Ouais. La question, ça va être quel est le plus grand défi que tu as surmonté dans ta vie? Le plus grand, il y en a tellement, j'ai l'impression. Celui qui te vient. Je pense que c'est encore au niveau personnel, c'est d'accepter qu'on n'a pas nécessairement... qu'on n'a pas... C'est pas parce qu'on n'a pas eu ce dont on aurait eu besoin dans la vie qu'on peut pas arriver à d'autres choses. Il faut pardonner sa relation avec ses parents. C'est ça. Moi, j'ai pas eu les parents que j'aurais espéré, mettons, parce que je regarde des amis, des femmes surtout qui sont hyper émancipées, puis je regarde beaucoup la relation automatiquement avec la mère, avec le père et tout ça. Puis ça part de là souvent, tu sais, qui ont eu des belles relations. Mais accepter ça, que j'ai pas eu ce dont j'avais besoin quand j'étais petite, ça a été difficile pour moi. Il y a une question qui n'était pas là, mais j'ai envie de... C'est comme une sous-question. Il y a une question souvent qui sort dans le jeu, c'est qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Ça ressemble un peu à ce que tu es en train de dire. De l'encouragement. Juste de l'encouragement. Je sais que je suis sûre, là, je sais que mon frère va regarder, peut-être qu'il ne le regardera pas, mais qu'il ne sera sûrement pas d'accord avec moi. Mais mon frère, c'était la star de la famille. C'est lui qui était allé à l'école nationale. J'avais 6 ans, moi. Fait qu'il il avait 18, 19. C'est devenu une star vite. Il a commencé à faire de la télé. Nous autres, on vient d'une petite ville, Rigaud. On était d'une gang, on était des habitants. On était élevés sur une ferme. Et que là, il y en a, tu sais... Le petit roi, il était à TV, c'était comme la star. Puis c'était la star on a une grosse famille, il y avait 9 enfants du côté de mon père, 12 enfants du côté de ma mère, ben des cousins, ben des tantes. Fait que Gil, c'était la star. Il y avait un statut particulier. Il y avait un statut particulier. Fait qu'il a été mis sur un piédestal très, très jeune. Après ça, mes 2 autres frères, ils ont fait des écoles aussi. Puis ça a été dur pour eux autres de prendre leur place puis pas d'être admirés, mais de prendre leur place. Puis là, moi, j'étais arrivée vraiment sur le tard, là, tu sais. Puis moi, j'ai pas fait d'école nationale. J'ai pas fait d'école de théâtre. Puis j'ai comme pas eu cet encouragement-là c'est ça, j'ai pas eu d'encouragement. Mais c'est dur, une fratrie. Oui. Tu sais, d'avoir des accords, tu sais, je trouve que... Puis il y avait une différence d'âge importante aussi. Mais tu sais, des fois, je trouve que les parents, on a aussi une responsabilité en lien avec la fratrie. Ouais. Parce que tu dis, quand on sera plus là, qu'est-ce qui va rester de ces enfants-là? Est-ce qu'ils auront un lien? On t'a vu, entre autres, je me souviens, je t'ai écrit après, quand t'es passé à La Tour, Gildor animait à ce moment-là. Et ça ressemblait à des retrouvailles, ce qu'on a vu entre vous deux. Après, il l'a dit il y a quelque temps que vous avez été quand même plusieurs années sans vous parler. Est-ce que tu as l'impression que tout ça a un lien avec, justement, cet écart-là, cette différence-là? C'est comme si tu n'avais pas eu tout à fait les mêmes parents. C'était pas la même époque. Tu as eu des parents qui étaient plus vieux que lui. Tu sais, veux pas quand il y a une différence d'âge. C'est pour ça que nos histoires, Maxime, entre les enfants, c'est pour ça que les enfants ne sont pas d'accord parce qu'on n'a pas les mêmes parents, tout dépendant à quel moment on arrive dans la relation. Tout à fait. Et ça, Georges Hébert-Germain avait écrit un livre là-dessus parce que ses sœurs n'arrêtaient pas de dire « Arrête d'écrire sur nous autres, c'est pas ça. » Mais moi, c'est ma vision. Ouais. C'est de même que je l'ai vécu. Vous autres, vous étiez
plus vieille et c'est ça, je trouve, des fois, qui est difficile dans une fratrie parce qu'on cherche une histoire commune alors qu'on n'a pas la même histoire, même si on vient des mêmes parents. Ouais. Moi, j'étais vraiment toute seule. Tu sais, mes frères... Ma mère a eu mon frère à 20 ans. Puis après ça, elle a eu mes autres frères assez rapprochés. Puis moi, je suis vraiment arrivée, elle avait 32. Mais, tu sais, mes frères, ils ont des souvenirs. Là. Ils faisaient du camping avec mes parents. Ils voyageaient, ils faisaient des activités. Il y avait des jeunes parents. Moi, je suis arrivée, là, on était sur une ferme. Mes parents, ils ont des grosses responsabilités. Et mes frères sont partis de la maison jeunes. Moi, j'étais jeune quand ils sont partis. J'étais vraiment toute seule. C'est comme si j'avais été élevée seule un peu. Je comprends, tes frères habitaient plus à la maison. Oui. Non, c'est ça. Ils sont partis au cégep. Après ça, ils sont partis à Montréal. Mais j'étais encore jeune, moi, à ce moment-là. Fait que c'est comme si j'avais été élevée un peu toute seule. Fait que moi, je veux pas dire j'ai souffert, mais j'ai eu de la solitude quand j'étais jeune. J'ai été très, très seule. J'ai été très laissée à moi-même. Puis, fait que c'est ça, moi, j'ai pas eu la même relation qu'eux, tu sais. Eux autres, moi, je trouve que mes frères ont eu des parents tripants, tu sais. Moi, mes parents étaient déjà plus vieux, puis mon père était bien impliqué en politique, puis il était pas souvent là. Puis on était sur une ferme à 7 km du village. Je voyais pas mes amis. J'avais des animaux, tu sais. J'avais un cheval, puis je m'occupais de la ferme. Puis j'étais... Fait que c'était pas la même affaire, là. C'était pas ça que tu souhaitais. C'était pas ça que je souhaitais. Comme vie de jeune fille. Pas du tout. J'étais donc contente quand ils revenaient les week-ends. Mes frères, justement, ils revenaient des fois de l'école ou passaient, et puis ils arrivaient avec leur blonde. Et j'étais super contente parce que c'était comme si j'avais une grande sœur, tu sais. Fait que... Puis j'étais contente d'être avec eux autres, mais j'étais quand même la petite sœur fatigante, tu sais, qui voulait juste être avec les grands tout le temps, tu sais. Je cherchais l'attention, puis je disais, eux autres, ils étaient comme, fatigante, va-t'en dans ta chambre, laisse-nous tranquille, tu sais. Mais, fait qu'on n'a pas, c'est ça, on n'a pas du tout eu la même dynamique familiale ou parentale. Puis quand moi, j'ai décidé d'être comédienne, ben les trois autres étaient déjà là, puis c'était déjà ils allaient tous bien, puis ils prenaient toute la place. Fait que je sentais... J'avais pas ma place, tu sais. Puis des gars, ça s'en rend pas compte, tu sais. C'est un peu maladroit, puis ils m'en laissaient pas de place non plus, tu sais. Puis c'est un peu pour ça que quand moi, j'ai eu la chance de commencer à travailler en anglais, je l'ai prise parce que j'étais plus la sœur de personne. J'étais moi. Personne connaissait mes frères dans le milieu anglophone, tu sais. Surtout quand tu sors du Québec, personne connaissait Gildor Roy, tu sais. Quand j'étais arrivée pour tourner ma première série à Toronto, on s'en foutait vraiment de qui était mon frère ou mes frères ou d'où je venais. C'était moi. Puis ça m'a beaucoup aidée avec ma propre confiance. Que là, soudainement, j'étais ma propre personne. J'étais plus la sœur de... J'étais plus la fille de, parce que mon père était le maire aussi, maire de la ville, maire de la paroisse, et le président en politique, le président du parti. Là, soudainement, j'étais juste moi. Et là, j'ai vraiment plus pris confiance en moi. C'était Maxime. Ouais, j'étais juste Maxime. Mais c'est tellement important Mm-hmm. Tu sais, notre nom de famille, c'est souvent l'affiliation à d'autres, mais notre prénom, c'est nous. Mm-hmm. Tu sais, il y a une force dans le prénom. Ouais. Puis moi, c'était vraiment littéralement la fille de ou la sœur de. Ça a toujours été ça. Puis jusqu'à temps que là, je réussisse à prendre ma place. J'avais de la place à prendre, en fait. J'avais une place à prendre, c'est ça. Puis qu'est-ce que ça a changé quand tu revenais dans ta famille après, quand toi, t'as connu ça, t'as goûté à ça? Ben, je m'en laissais moins imposer. Ça a été plus difficile, je pense, aussi pour mes frères, parce que là, soudainement, j'étais plus la petite fille que... C'est facile, tu sais, eux autres, dans leur tête, je suis encore la petite, j'ai encore 12 ans, je pense, dans leur tête. Puis encore, des fois, tu dis des affaires, tu vois, tu peux pas me parler de même, là, je suis rendue à 50 ans, de quoi, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Mais dans leur tête, je suis encore petite, mais à partir de ce moment-là, je suis comme devenue plus une adulte. Tu sais, j'étais plus... J'avais confiance en... J'avais j'avais ma place ailleurs, donc je revenais plus solide. C'est ça. J'étais juste plus solide dans mes baskets. Oui, t'existais dans le regard de d'autres personnes. Ouais. Et est-ce qu'ils jugeaient tes chums? Tu sais, je me dis ça, t'as 3 frères, là, t'arrives avec un chum.
Qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression que ça devait pas être facile. Mais j'en ai pas eu beaucoup, tu sais. Puis ça a été long, moi, avant que j'aie des chums. J'étais vraiment gênée, jeune, j'étais nerd. Tu sais, j'étais vraiment nerd, là. J'allais dans un collège privé à Bourget, au collège Bourget. Et j'étais dans les classes enrichies, où on avait du latin, puis toutes les... En fait, j'étais dans la classe la plus forte, là, je vais pas me vanter, mais c'est ça, je veux dire, t'étais dans cette classe-là, point. Je mangeais avec mes amis du secondaire, Annie et Fred, il y a pas longtemps, puis on dit non, toi, t'étais dans G, t'étais dans la classe la plus élevée, puis j'étais comme, ah, c'est vrai. Puis, donc, j'étais exemptée de mes examens de fin d'année parce que quand t'avais 90, au-dessus de 90 dans ta moyenne générale, dans ces classes-là, tu faisais pas tes examens de fin d'année. C'est ça que ça disait que tu étais vraiment, vraiment bonne. Je travaillais fort, mais j'étais vraiment nerd avec ma gang de chums nerd. Et donc, j'avais pas de chum, là. J'ai eu un chum, j'ai eu un petit chum pendant 3 semaines, j'avais 16 ans. Puis après ça, j'ai eu mon premier vrai chum, j'avais 18 ans. Puis j'étais en appartement à Montréal, puis là, j'étais une adulte, fait que... Puis c'était un acteur... il était super talentueux, puis il connaissait bien mon frère. En fait, on était choristes les deux pour mon frère. Ça a été lui, il a été mon premier vrai chum. Fait que ça a bien passé, mon premier. Après ça, ça a été long avant que je représente un gars, là. Ça a été... c'est ça. Là, il était beaucoup plus vieux que moi. Il avait 17 ans de plus que moi. Fait qu'il y avait du respect automatiquement. Puis à partir de ce moment-là, ça n'a pas été trop compliqué, tu sais. Ils m'ont pas achalé. Et là, maintenant, est-ce que vous parlez sur une base régulière? Oui. On s'est vu hier, d'ailleurs. Et ça doit faire du bien aussi. Oui. C'est un poids... c'est un autre poids qui a été enlevé. Oui. Parce que 10 ans, c'est long. C'est très long. Parce qu'on se le rappelle, quand c'est dans la famille, c'est pas quelqu'un qu'on peut tasser. Et j'imagine pour ta mère, quand arrive le temps des fêtes ou peu importe, de savoir que ses enfants se parlent, ça doit être aussi un poids de moins pour elle. Oui. Parce que pour un parent, ça ne doit pas être simple à vivre. Non. Puis elle vient d'une famille, il était 12 enfants, puis c'était tissé serré, les 12 enfants. Tout le monde s'entendait bien, puis tout le monde s'aimait beaucoup, là. Mes grands-parents étaient très, très aimants. Donc, pour elle, c'est très important. Ça fait que t'as beaucoup de cheminement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, je trouve. Ah oui, hein? Oui. Je peux bien être fatiguée. Tu peux bien être fatiguée. Non, mais en même temps, quand il y a une réconciliation, je pense que ça donne de l'espoir à d'autres qui nous regardent ou nous écoutent présentement. Parce que dans les familles, il y a beaucoup de distance pour une phrase de trop, pour un jugement, pour peu importe. Et ça revient tout le temps dans les conversations. C'est tant que c'est pas réglé, ça reste actif quand même. C'est pas quelque chose que tu peux mettre sur pause longtemps. Non. Quand c'est dans la famille aussi proche que ça. J'ai toujours été comme ça de dire les affaires. Tu sais, comme c'est ça, j'ai toujours dit les choses. Fait que là, j'étais comme non. On fait pas semblant qu'il s'est rien passé, là. Puis ça, là, ce que tu dis, là, ça se reflète aussi, j'imagine, dans tes relations amoureuses. Tout à fait. Ça a dû aller trop loin des fois, puis tu as dit non. Oui. Tu sembles avoir quelqu'un qui a appris de son histoire. Oui. Durement. Puis c'est ça aussi, ça découle aussi de ma relation familiale. C'est que souvent, comme dans beaucoup de familles, c'est ça, on dit pas les affaires, on balaie sous le tapis. On parle des autres, mais on parle pas de nous. Ouais, puis on fait semblant que... Puis là, à un moment donné, tu tombes dans une relation que c'est exactement ça. Puis là, c'est familier. Là, tu tombes dans un familier, puis il y a quelque chose de sécurisant d'être dans le familier, même quand c'est toxique, là. Tu sais. Et là, quand tu fais du travail sur toi, non, tu fais non, je peux pas retomber là-dedans. Je serai pas là-dedans. Je veux pas, c'est pas le genre de relation que je veux, moi. Je veux qu'on se parle. Il faut qu'on se dise les choses. Puis, des fois, ça prend du temps avant de réaliser que je suis tombée qu'on tombe dans un pattern. Mais quand tu le réalises, t'en sors. T'sais. C'est très important pour moi. Oui, ça t'apporte ta liberté et ton autonomie. Oui. Ça n'a pas de prix. Non, hein? Non. L'autonomie et la liberté, c'est primordial. T'es une femme libre? Totalement. Depuis longtemps?
depuis toujours, parce que ma mère n'était pas libre. Et elle a souffert beaucoup de ça. T'sais, elle s'est mariée trop jeune, à 19 ans. Elle est tombée enceinte, elle a accouché 9 mois plus tard. Elle m'a avoué que c'est pas ça qu'elle voulait, elle, des enfants. Elle aurait aimé ça être comédienne. Mais tu sais, elle vient de Cadillac, en Abitibi, d'un petit village. Mais elle faisait des pièces de théâtre, des séances, qu'ils appelaient ça, quand elle était jeune. Puis elle a fait du théâtre amateur, adulte, puis elle était bonne. Et elle n'a pas eu la vie qu'elle voulait vraiment, tu sais. Puis je le sentais petite, je le sentais ça. Puis je voyais ma mère demander de l'argent à mon père parce qu'elle travaillait pas pour aller faire l'épicerie ou juste aller acheter des vêtements. Puis moi, je disais, jamais ça va m'arriver. Jamais. Je ne demanderai jamais de l'argent. Je ne serai jamais dépendante d'un homme. Je vais être autonome. Et sans que ça devienne maladif, là... je suis pas une fuyante du tout en relation, je me commets, mais dépendre financièrement de quelqu'un, ça a toujours été non. Tout ce que j'ai, c'est moi qui l'ai payé, c'est moi qui l'ai acheté. Puis les femmes qui vivent ça, je n'ai aucun jugement par rapport à ça. C'est un choix personnel. Moi, c'est que je me serais sentie étouffée et vraiment pas bien si c'est comme ça que si j'avais abordé une relation de cette façon-là. Oui, t'étais aussi en réaction à ce que tu as vu. Exactement, oui. Ouais, c'est ça, quand on le voit, on l'incarne, c'est différent. Mm-hmm. Niveau rouge, tu vas en piger 3 et on répond à une seule question dans le niveau rouge. Ça, c'est l'érotique. Après, c'est rose, Eros et compagnie. Okay. Non, c'est vrai que rouge, mais c'est pas encore oui, ça. C'est ça. OK. Tu m'en donnes 3. On va répondre 3, à pardon, une. oui. OK. Ouais. Tiens. As-tu négligé certains aspects de ta vie? As-tu déjà atteint tes limites physiques ou psychologiques? À quel moment aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Et là, hein? Hey, c'est bon, ça. J'ai des bonnes réponses pour les 3. Mais, mais je vais prendre celle-là. Tiens, as-tu déjà atteint tes limites physiques ou psychologiques? Oui. L'année de mes 30 ans, j'ai fait un burn-out, mais sévère. Puis j'en ai jamais parlé. Personne n'est au courant de ça. Parce que je travaillais, c'était dans mes grosses années où j'étais partout, là. Je travaillais en anglais, en français. J'étais 5 soirs par semaine à la télé au Québec. Plus mes pubs de Toyota, parce que j'étais porte-parole de Toyota à l'époque. Puis j'étais vraiment partout, mais je pense que dans mon année, j'avais eu 2 semaines off. T'sais. J'avais vraiment travaillé énormément. Et il y a un matin où je me suis réveillée, là, puis c'était... En fait, j'étais supposée aller faire une entrevue pour avec une session de photos pour... Je me souviens plus c'était quoi. Puis je l'ai oublié. Puis je me suis fait réveiller par le téléphone que j'étais pas là. C'est l'attaché de presse qui me disait « T'es où? » Et là, je me suis mis à pleurer, là. À pleurer. J'étais plus capable d'avancer. Elle est venue me chercher. Je suis allée à la session de photos, puis j'ai fait « Je suis plus capable. » C'était physique, là. J'étais épuisée, mais tu t'en rends pas compte quand t'es jeune. J'étais jeune, 30 ans, là. Ben oui. J'avais de l'énergie, puis je disais non à rien. C'était ça. Mais ça, en même temps, il faut bien comprendre, là, t'es travailleur autonome. Tu sais, je veux dire, si t'arrives avec Toyota, ils veulent le meilleur de toi. Si t'arrives sur un plateau, ce plateau-là veut le meilleur de toi. Que ce soit... Tu sais, c'est que tout le monde veut le meilleur de toi. Ouais. T'as pas de zone. Tu sais, tu peux pas avoir une journée plus tranquille au bureau. Non, puis tu peux pas caler malade. Tu peux pas caler malade. Il y a pas de journée de maladie, là. Non, la dernière journée de tribu.com, je suis allée manger. Je suis allée travailler, puis j'étais malade, je vomissais, j'avais une gastro. Et je me souviens, nos studios étaient sur Notre-Dame dans l'Ouest, puis je suis arrêtée sur Notre-Dame, sur le bord de la route, puis je vomissais. Puis pendant les prises... Puis mon personnage était enceinte, fait que j'avais une prothèse qui me poussait sur l'estomac. C'était effrayant. Fait qu'il y avait l'accessoiriste qui était là avec une poubelle. Puis je faisais la prise, puis là, couper. Puis c'était épouvantable.
Mais je pouvais pas appeler et dire je rentre pas. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un peu de ça aussi. Peut-être que tu t'en rendais pas compte parce que, tu sais, à chaque fois, ben, t'as pas le temps de te reposer, de réfléchir. Il faut que je donne, il faut que j'apprenne mes textes. Tu sais, je peux imaginer être actrice, qu'est-ce que ça veut dire aussi de toujours être quelqu'un d'autre à travers ce que tu vis, ce que tu vis personnellement. Oui. Mais je te dirais, Marie-Claude, je vais t'avouer que à ce moment-là, je préférais être quelqu'un d'autre qu'être moi-même. J'étais vraiment... C'est pour ça que je disais oui à tout. Je m'en suis rendu compte après, quand j'ai fait de la thérapie, que j'étais tellement pas vraiment bien avec moi-même ou avec ma vie que je préférais vraiment être quelqu'un d'autre et la vie de mes personnages était beaucoup plus intéressante que ma propre vie. Fait que je me suis poussée à bout vraiment comme ça, en préférant être quelqu'un d'autre. C'était plus facile parce que moi, ma vie était extrêmement plate. Je veux dire, mes week-ends, dans ce temps-là, on louait des VHS. C'était Blockbuster. Il y avait un Blockbuster pas loin de chez nous. J'allais me louer des films. C'est tout ce que je faisais mes fins de semaine. Je sortais pas. J'avais pas de vie sociale, vraiment. J'avais pas de chum. Puis je travaillais, puis je me louais des films, puis je promenais mon chien, puis c'était ça. Ça manquait de sens. Ça manquait de sens. Absolument. C'était vraiment... Mais aussi, c'est qu'à l'époque, tout le monde pensait... C'était vraiment bizarre parce que tout le monde pensait, étant donné que j'étais partout, tout le monde pensait que j'étais ça à go, que j'avais une vie sociale active. Il y avait plein de rumeurs, là. Il y avait plein de rumeurs. J'avais bien des chums. J'en avais pas un. J'étais vraiment célibataire plate. Il y avait bien des rumeurs. Puis en même temps, c'est pour ça on dirait que je fuyais dans mes personnages. C'était plus... c'était safe. Il se passait de quoi, en tout cas? Puis il se passait de quoi, mais c'était safe d'être quelqu'un d'autre. C'était intouchable aussi à travers tes personnages. Absolument. C'était carrément ça, ouais. Puis moi, je me sentais pas en sécurité dans ma propre vie, fait que je m'enfermais chez nous, je regardais des films. Mais qu'est-ce qui fait que tu te sentais pas en sécurité dans ta propre vie? Bien, je pense que le regard, et c'était tellement intense, là. Parce que tu étais partout, donc quand tu arrivais, tu n'avais plus de zone d'intimité. Là. Non, puis c'est ça, puis j'entendais plein de rumeurs, puis plein d'affaires, puis je me disais, voyons, ma vie, c'est pas ça ma vie. C'est pas ça ma vie, tu sais. Fait que je me réfugiais dans mes personnages. J'oubliais. J'arrivais à oublier plus. Et qu'est-ce qui s'est passé après le matin où ça allait pas du tout? Ben là, j'ai été 6 mois sans travailler. Ce qui était énorme. J'avais jamais vécu ça depuis ma jeune vingtaine. Là. Depuis... après, au nom du Père et du Fils, je pense que j'ai eu 6 mois. Mais c'était... ouais. 6 mois sans travailler, c'était long, c'était beaucoup, mais je me suis rebâtie. Tu es allée à ta rencontre, j'imagine, pendant ces 6 mois-là? Oui. J'ai commencé à faire du yoga. J'avais une prof de yoga en privé qui venait chez nous. Puis là, je suis retombée dans mon corps aussi. J'avais comme commencé à ressentir des affaires. Parce que ça, c'était une forme de fuite, là, évidemment, de me réfugier dans mes personnages. Mais là, juste de retomber, de me recentrer, puis je faisais la thérapie, ça m'a beaucoup aidée. Puis je me suis juste repris en main, puis je me suis ressaisie dans ce que je veux, où est-ce que je m'en vais, puis tout ça. Est-ce que tu t'es rapprochée de tes amis aussi à ce moment-là? Oui, bien, j'ai toujours été proche de mes amis, puis on était... mes amis étaient beaucoup... soit que je regardais des films tout seul ou j'avais des amis qui venaient chez nous, puis on se faisait des soirées de filles. Moi, j'ai du popcorn, on buvait du vin, puis on regardait les films, là. Mais c'était... c'est ça. C'était... Oui, j'ai toujours eu un bon cercle d'amis. Très bon cercle d'amis. C'est important, ça. Mm-hmm. Ouais. Et est-ce que tu as eu peur de retomber dans cette zone-là? Oui. Oui. Quand... Oui, des moments difficiles, des peines d'amour ou tout ça, j'ai tendance à me replonger dans le travail puis pour oublier, tu sais. Et là, j'ai plus... Maintenant, je retrouve plus un équilibre, tu sais, qu'avant. Je suis capable de me recentrer plus rapidement puis de ne pas tomber dans l'excès du travail. Oui. Parce que ça me valorisait aussi. Il y a quelque chose qui me valorisait là-dedans parce qu'on met beaucoup de... Encore aujourd'hui, tu sais, Wonder Woman, c'était mon idole de jeunesse. Et de valoriser les femmes, on peut tout faire, puis on est capable de tout faire, puis tout ça. Et
je valorisais beaucoup ça. Tu sais, je suis capable d'en faire 5 projets en même temps. Je tourne en anglais, en français, dans une autre province. Tu sais, je prends l'avion le matin, je reviens le soir, le lendemain, je tourne sur une autre affaire. Il y a un moment où tu aimais regarder ça dans ton agenda. Oui, j'aimais ça, oui. Et est-ce que ça demande beaucoup d'adaptation, justement, de changer soit de province, de pays? Tu sais, si t'es aux États-Unis, dans le reste du Canada, au Québec, faut que tu t'adaptes, j'imagine, aussi? Est-ce que c'est la même façon de travailler? C'est la même façon de travailler. La seule différence, c'est très hiérarchique sur les plateaux. Américains, même Canada-anglais ou français, il y a une grosse hiérarchie. Ici, c'est un peu... Tout le monde est un peu numéro 1, numéro 2, numéro 3 sur une call sheet. Tout le monde est traité un peu de la même façon. Mais ce qui était plus difficile, en guillemets, ou ce qui était challengeant, puis que j'haïssais pas parce que j'aime ça avoir des défis, c'est que tu arrives dans une équipe où tu connais absolument personne. Quand tu travailles, tu sais, ici, tu connais toujours quelqu'un sur un plateau. Oui, que tu as vu ailleurs. Oui. Mais au Canada anglais, je suis arrivée là, je connaissais personne, là. Puis, ou les équipes, c'est tout du nouveau monde. Puis quand tu vas tourner, mettons, 2 épisodes sur quelque chose à Vancouver, ben t'arrives dans une nouvelle gang. C'est pas évident, tu sais, c'est un stress de plus. Déjà, t'es dans une autre langue, t'es pas dans ta propre culture. Tu joues une Américaine, parce que moi, je joue des Américaines. Je joue pas une francophone ou... Parce que tu parles parfaitement l'anglais. Ouais. T'as pas d'accent du tout. Fait que c'est de m'adapter à... Ouais. C'est pas pareil. Les Américains et Canadiens anglais, on n'est pas pareil. On n'a pas la même essence culturelle, la même façon d'être. Juste d'être. On est très différents. Fait que c'est de me réadapter à un autre univers. Fait que, mais j'haïs pas ça. J'aime ça avoir des défis. Donc, c'est le fun, ça. Puis, est-ce que t'aimes toujours jouer au Québec? Ben oui. Ça, c'est comme ton chez vous. Oui. Oui, puis on fait des bonnes affaires au Québec. Tu sais, tu travailles... Je le sais, là, j'ai travaillé sur des gros budgets énormes. Puis tu te dis, hey, on aurait eu le temps de faire 10 prises, là. Au Québec, là, on aurait fait 10 prises. On aurait fait probablement... Parce on a une drive ici. Travailler trop vite, c'est pas mieux, là. C'est pas ça, c'est... on est rendu ailleurs. Au Québec aussi, on pousse trop. Mais on a une drive artistique qui est vraiment intéressante, qu'on règle. On n'a pas beaucoup d'argent sur les plateaux, puis on va trouver un moyen de faire quelque chose de magique. On fait de la magie ici. Puis j'ai des amis là, américains où je dis, nous autres, des fois, je montre des trucs, tu sais, ils comprennent pas, mais je dis, garde, qu'est-ce que tu penses, c'est quoi le budget, tu sais, où nous autres, on avait 15 pages par jour à tourner. Puis, mais c'est incroyable, mais vous êtes extraordinaire, tu sais, on a ça, puis ça, je suis fière de ça, puis c'est le fun quand je reviens, je retrouve cette magie-là sur les plateaux québécois, là, c'est vraiment particulier. C'est bon d'entendre ça. Moi, j'aime beaucoup notre télé québécoise. Ben, il y a de quoi? On a des séries incroyables au Québec. Des acteurs incroyables, des réalisateurs, des auteurs. Ouais. Puis on s'encourage. Les Québécois écoutent sa télé et vont au cinéma. C'est beau à voir, ça. C'est vraiment beau à voir. C'est admirable parce que quand je dis au Canada anglais, mettons, Indéfendable a 1,4 million de codes d'écoute, ils n'ont pas ça. Il n'y a pas une série qui fait ça, là. Au Canada anglais, il n'y a pas ça. Imagine. C'est incroyable. On regarde notre télé, nous autres. C'est totalement... Comment tu as réagi quand on t'a appelé pour Indéfendable? Oh, super bien. J'étais très contente. Ça faisait longtemps. C'était depuis Le Chalet que je n'avais pas tourné au Québec en français. Parce que j'avais fait 19-2, mais j'avais pas... C'est ça, j'ai pas fait la version francophone, 19-2. J'étais super contente quand on m'a offert. Puis j'ai parlé à Isabelle Chevrier qui m'a décrit le personnage. Puis j'ai dit, OK, oui, j'attendais quelque chose qui avait de la viande. Surtout un personnage qui est inspiré d'une vraie criminaliste. C'était comme, oui. Puis moi, je voulais être... Mon père, en fait, c'est ça, il aurait aimé ça que je sois avocate. Et moi aussi, j'aurais aimé ça étudier le droit. Donc là, c'était comme, je vais rendre... mon père serait fier de me voir en toge, tu sais. Quand j'ai mis la toge la première fois, j'ai pensé à lui, je fais, hey, mon Dieu, il aurait aimé ça me voir en toge. Oui, c'est ça que le métier apporte aussi. Ouais. Ça peut être plusieurs personnes, plusieurs femmes. Oui.
Oui. Puis tu peux avoir ton bagou personnel à travers le personnage. Oui, puis tu peux goûter à certaines facettes de personnalité que tu n'as pas nécessairement toi, mais tu peux aller toucher, tu sais, à des trucs, tu fais « Ah, c'est intéressant. Moi, est-ce que j'aurais le goût d'être ça? Probablement pas. » Tu sais, mais tu as la chance d'aller voir, d'aller explorer dans tes sentiments, dans ta façon d'être, physiquement, comment tu joues, comment tu bouges à travers tes personnages. Moi, je suis pas du tout, tu sais, comme ça. Fait que c'est intéressant. C'est une chance qu'on a de s'explorer en tant qu'humain quand tu es comédien. C'est une grande chance. Absolument. Niveau Eros et compagnie. T'es habillée en rose, c'est parfait. Oui. Alors, tu m'en donnes 4 et on répondra à une seule question aussi. OK. Je dis tu répondras. J'étais en train là, de dire n'importe quoi. Alors, tu répondras à une seule question. Merci. Alors, est-ce que les scènes d'intimité peuvent provoquer des malaises dans le couple? Préfères-tu séduire ou te faire séduire? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? Quelle est ta définition du désir? Wow! OK, je vais répondre à celle-là. Mais ça, je veux dire oui. Ah oui, attends, mais parce que je voulais... Est-ce que les scènes d'intimité peuvent provoquer des malaises dans le couple? Oui. Oui. Malheureusement. Malheureusement, parce que c'est tellement pas le fun de tourner des scènes... c'est tellement technique, c'est tellement... tu sais, c'est pas le fun. Puis la dernière fois que c'est arrivé... je pensais vraiment que mon chum à l'époque était pour être bien correct. Puis moi, je suis vraiment... Tu sais, j'avais présenté tout le monde, tous les gars sur le plateau, dont le gars avec qui j'étais pour faire... puis tout le monde l'avait mis vraiment à l'aise. Puis moi, c'est super important qu'ils comprennent que c'est mon homme puis que c'est vraiment technique, là. C'est genre, tourne ta tête à droite, mets sa main là, mets ta main là, OK? Tourne ta tête, OK, mais tasse ta tête. C'est tellement ridicule, comme une scène d'amour est ridicule. Mais malgré ça, le fait que l'autre gars, le comédien, te touche et te voit, ça peut... Moi, mon chum, à l'époque, en tout cas, il y avait vraiment... C'est comme... il disait, il y a juste moi qui devrais être capable de te voir. Il y a juste moi qui devrais être capable de te toucher, tu sais. Puis je comprends. Fait que c'est pas évident. Faut vraiment que le gars soit hyper solide, puis c'est ça, c'est pas facile. Alors, l'autre question que tu voulais choisir, c'est préfères-tu séduire ou te faire séduire? Me faire séduire. Je suis pas très à l'aise dans la séduction. Je suis pas très bonne, en fait. Mais mes amis me rient tout le temps de moi. C'est ça, autant j'ai joué des rôles où les femmes des mangeuses d'hommes, si on peut dire, mais moi, je suis pas... J'aime ça me faire séduire. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est difficile. Je suis pas genre à faire les premiers pas là, en relation. Si je rencontre... Tu sais, il y a un gars qui me plaît, là, je dirais pas... Il ne saura pas. Il faudrait qu'il devine. Il va falloir qu'il devine. Puis c'est parce que je me dis, ben si lui est intéressé, je vais ouvrir mon jeu un peu pour laisser savoir que moi aussi, je suis intéressée. Mais je ne ferai jamais les premiers pas. Mais est-ce que Wonder Woman aurait fait les premiers pas? Non. Wonder Woman ne fait pas les premiers pas. C'est ça, fait que tu es resté Wonder Woman. Oui. Non, je suis hyper vieux jeu. Je suis vraiment pas... Oui, c'est ça, parce que tu veux... Ben, t'es autonome et tout ça, mais dans la séduction, tu prends un peu de recul. Traditionnelle. T'attends. Dans la relation de couple, je suis hyper traditionnelle dans le sens où peut-être pas au niveau monétaire, mais oui, moi, il faut que le gars me séduise, puis qu'il me mette à l'aise de vouloir m'ouvrir, que je me sente en sécurité. Avec lui aussi, ça, c'est super important, de me sentir en sécurité émotionnellement, physiquement. Oui. Je pense que c'est important de l'homme de faire ça, tu sais, ou de chaque partenaire, c'est sûr. Moi aussi, tu sais, parce que l'homme a ses vulnérabilités et tout ça, puis c'est sûr qu'émotionnellement, moi, je pense que je suis quelqu'un d'enveloppant. Quand je suis en relation, je suis très enveloppante, très sécurisante. Je suis pas genre à jouer des games de flirt avec d'autres gars pour rendre mon chum jaloux, pour voir s'il va avoir une réaction. C'est pas moi, ça. Pas du tout.
Mais c'est ça, c'est peut-être pour ça, c'est probablement pour ça que je suis encore célibataire. J'attends de rencontrer l'homme qui va venir me chercher, me choisir. Je veux être choisie. Et qu'est-ce que tu fais pour être choisie? Ben, je fais pas grand-chose. Mais non, mais est-ce que faut que tu rencontres des hommes, tu sais. Mais c'est ça. Est-ce que tu rencontres des fois des amis, tu sais, qui vont dire je connais quelqu'un? Est-ce que tu fais comme des blind dates? J'ai eu des blind dates et la dernière que j'ai eue a été catastrophique et je ne ferai plus jamais ça. Mais t'es prête à rencontrer quelqu'un? Absolument. Moi, je suis une amoureuse, je suis une romantique, je suis hyper fleur bleue. J'ai retrouvé ça, j'avais perdu ça, j'étais rendue très cynique. Je crois en l'amour, j'ai vraiment... et je préfère être seule qu'être mal accompagnée. C'est pour ça, c'est comme si je me garde, tu sais, pour la vraie affaire. Pour quand il y a vraiment un homme qui se pointe, qui vaut la peine. Je suis pas quelqu'un qui s'embarque facilement en relation. Je vais apprendre à connaître, mais quand je suis embarquée. Puis c'est ça, je préfère être seule que donner mes énergies à n'importe qui. Là, je veux que ça soit le bon gars. Là. Tantôt, tu as parlé de peine d'amour, là, que tu avais eu ça, mais c'est quand tu donnes et ça se termine, ça peut être difficile aussi. Oui, je suis vraiment... je suis poisson ascendant poisson. Fait que c'est beaucoup d'émotions. Puis j'écoute Céline Dion en boucle. J'écoute Pour que tu m'aimes encore en boucle. Même si c'est moi qui ai quitté la relation, je pleure pendant une couple de mois. Là. Je passe à travers. Je suis pas genre à... Ça, je suis pas genre à faire comme je replonge tout de suite dans quelque chose d'autre pour oublier. Ça, non. Je vis ma peine d'amour. Après ça, je me lance pour me rebâtir dans le travail. Mais je le vis intensément. Là. Je pleure tout ce que j'ai à pleurer. Après ça, OK, je passe à autre chose. Tu as souhaité de trouver l'amour, en tout cas. Merci, moi aussi. Mais oui, toi aussi. Oui, parce que je crois encore. Puis je vois là, des couples qui se rencontrent à 50 ans, puis qui sont follement amoureux. Puis je sais que ça existe, mais je veux pas... je veux pas faire ça à moitié. Tu sais, je veux pas faire ça à moitié. Je veux pas me donner à moitié. Je veux que ça soit la vraie affaire. Souvent, les couples dans la cinquantaine qui vont se rencontrer, tu sais, ils savent ce qu'ils veulent. Mais des fois, ça vient avec un bagage aussi. Mm-hmm. Hein, tu sais, il y a comme le bagage du passé. Mais moi, j'en ai des amis qui se sont rencontrés dans la cinquantaine, puis je trouve ça extraordinaire de les voir aller. Tu sais, des fois, ils croyaient plus en ça. Mm. Et là, tout d'un coup, c'est OK, je suis encore belle ou beau dans le regard de quelqu'un. J'ai ce sentiment amoureux et ça arrive plus tard. Donc, c'est possible. C'est possible à n'importe quel âge, l'amour. Oui. Puis moi, je pense que... Mais t'es ouverte à ça. C'est peut-être plus fort parce que je pense que on se connaît plus, évidemment. On sait vraiment plus qui on est, plus qu'on veut, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, mais on connaît nos failles aussi, nos blessures. Puis on est capable d'en parler en général, on est capable de nommer. Mais je pense que pour moi, c'est pas de trouver quelqu'un de compatible, c'est de trouver quelqu'un avec qui mes blessures sont compatibles. Que nos blessures individuelles sont compatibles, qu'on est capable de se comprendre là-dedans. Pour moi, c'est plus ça maintenant que je recherche. C'est pas vraiment si on aime le même genre de film ou on aime faire du kayak. C'est plus, nos cicatrices, est-ce que... C'est ce respect-là. Oui. Oui, parce que les blessures, ça ressort partout. Ouais. Donc, moi, c'est plus à ce niveau-là. Mais oui, j'y crois. Parce que c'est ça, on se connaît vraiment mieux. Puis, c'est ça. Dernière question, la question opto-réseau. Quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que la petite Maxime penserait de la femme que tu es? Pourquoi ça me donne envie de pleurer encore? Aïe. C'est mon agente, j'ai eu cette conversation-là avec mon agente dernièrement parce qu'on parlait de justement ma carrière. Puis des fois, on réalise pas tout ce dont on a passé à travers. Il faut que tu t'arrêtes, tu fasses OK. Puis pas juste au niveau de, mettons, des
des rôles que j'ai joués, mais juste au niveau personnel, les obstacles, les embûches que j'ai réussi à surmonter, qui n'étaient pas toujours évidentes, que les gens connaissent pas, tout ça dans ma vie. Je pense que je dirais You did good. T'as bien fait ça. T'as bien fait ça, parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui n'auraient pas passé à travers. J'essaie d'avoir de la grâce quand quand tu surmontes un obstacle, de le surmonter avec grâce. Puis j'essaie ça. Je pense que ça, j'ai réussi. Fait que la petite fille, elle serait fière de voir la grande Maxime. Je pense que oui. Puis des fois, je repense à cette petite fille-là sur la ferme, justement, qui se cachait tout le temps, puis qui se promenait. Des fois, je faisais semblant que j'étais dans le The Black Stallion, le film où il se retrouve sur une île avec le cheval, puis là, il se promène nu-pied, puis moi, je faisais l'équitation sans selle, puis je me mettais en costume de bain, mettons, puis là, j'allais dans la piscine, puis là, j'allais monter mon cheval, puis je partais courir dans le champ à cheval. Je faisais semblant que j'étais comme dans le film The Black Stallion. Fait que j'étais très téméraire. Je leur vois cette petite fille-là complètement téméraire, tu sais, puis juste aventurière et je me dis... et libre. Et libre. Puis je pense que, oui, elle ferait comme « Ah, t'as réussi à rester... d'avoir encore cet émerveillement-là, puis de passer à travers, puis d'être libre encore, tu sais. Je pense qu'elle ferait comme... T'as fait une bonne job. Mais j'ai envie de te faire ça. Oh, j'ai merci. l'impression vraiment... en tout cas, je viens de passer un magnifique moment en ta compagnie, Maxime. Puis merci. J'ai l'impression de te connaître, vraiment. Le côté aérien que j'avais de toi, parce que justement, tu sais, tu te promènes d'un endroit à l'autre, on t'a vu dans des grands rôles, mais on dirait que je te connaissais pas personnellement. Je connaissais plus tes personnages. Mm. Là, je viens de découvrir une femme que j'adore. Oh, merci. Oui. Je te retrouve courageuse. Ah ouais, hein? Je trouve qu'elle t'a raconté des choses à plusieurs moments. Je me dis, OK, ça prend du courage. Prends du courage de mettre fin à un cycle de toxicité, déjà. Prends du courage. Prends du courage aussi de dire à son père, t'es mourant, mais tu pourrais peut-être faire une thérapie. Prends du courage de demander pardon. Ça prend aussi une résilience d'accepter le pardon et de passer à autre chose. Alors, merci. Moi, je pense qu'il y a plein de leçons de vie qu'on vient d'apprendre de toi à travers les cartes. Merci. Mais merci. Merci à toi. Puis comme je t'ai dit avant qu'on commence, j'aime pas faire des entrevues. J'aime vraiment pas faire des entrevues. Mais avec toi, quand j'ai reçu la demande, ça n'a pas pris 5 secondes. J'ai fait oui. Oui. Parce que c'est ça, j'ai l'impression que c'est un échange avec toi. C'est pas juste unidimensionnel. C'est comme... T'as un accueil. T'accueilles. T'es accueillante. Ouais, t'es vraiment gentille de dire ça. Puis, moi, je sais aussi les réactions des gens. Tu sais que ça fait plusieurs fois que je me fais dire c'est entre autres des femmes qui m'ont dit ça. J'ai arrêté ma thérapie parce que ma thérapie maintenant s'appelle Ouvre ton jeu. Oh! Puis ça m'est arrivé pas plus tôt qu'il y a quelques jours, une belle jeune femme de 41 ans qui est venue me voir en conférence. Puis après, elle m'a dit, je veux vraiment te parler. Puis elle m'a dit ça. Elle dit, pendant des années, j'ai consulté. Puis la thérapie l'a aidée, évidemment. Mais elle dit, je t'ai rendue ailleurs. Puis maintenant, je ne vais plus en thérapie, je vous écoute. J'écoute les invités à chaque semaine. Et j'apprends. Et l'autre fois, il y a une dame aussi, puis elle dit, moi, je veux faire quelque chose pour toi. Je veux remettre. J'étais, oui, mais c'est les histoires des invités. Tu sais, c'est pas moi. Mais d'entendre ça, puis des témoignages comme le tien, ben tu sais, c'est généreux de l'offrir. Puis en même temps, ça fait la différence dans la vie de plusieurs personnes. Mais je pense qu'en vieillissant aussi, en tout cas pour moi, j'étais beaucoup plus réservée sur mes gardes. C'est sûr qu'il y a 10 ans, j'aurais pas parlé autant. Je me serais pas autant dévoilée. Mais il y a une partie de moi qui fait... Peut-être, effectivement, il y a quelqu'un qui va entendre ça puis qui va faire comme « Ah, je suis pas toute seule. Peut-être, tu sais, je me reconnais là-dedans puis ça va me servir. » Tu valides. Oui. On a besoin d'être validé, l'humain. Et des fois, d'entendre une histoire, de dire, OK, ça est arrivé, puis voici le chemin qu'elle a pris. Ou des fois, de juste, comme tu dis, on n'est pas toute seule. Ouais. Parce que quand il nous arrive des choses difficiles, tantôt, tu as parlé du burn-out, là.
On a l'impression qu'on est seul au monde quand on pogne un mur. Ouais. Parce qu'on est seul à le voir, ce mur-là. Mais il y en a d'autres qui en ont eu des murs. Mhm. Puis le chemin pour se relever, pour faire le reset, pour revenir au-dessus de l'eau, bien, d'entendre ce que les autres ont fait, des fois, ça nous donne des outils Ouais. pour le faire. Ouais. Donc, Sans jugement. sans jugement certain, non. C'est parce que le jugement, c'est à partir du moment où on juge qu'on prend une distance. Ouais. Quand on accueille, c'est drôle, je détestais tellement dire le mot accueillir, mais c'est vraiment ça, Ouais. pareil, c'est ce mot-là. Quand on accueille, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu fauné dans... Tu sais, des fois, c'est... il y a des coachs de vie que je trouve extraordinaires, puis il y en a d'autres que je me demande pourquoi ils sont coachs de vie. Puis tu sais, il y en a qui utilisaient ça, moi j'accueille, les autres, oui, mais ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Pour moi, accueillir, ça veut dire ne pas juger. Mhm. Ça veut dire entendre, écouter, valider, mais pas nécessairement conseiller. Tu vois, ici, les gens prennent ce que tu dis sans que ce soit un conseil formel. Ouais. C'est qu'on prend ce qu'on a de besoin. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'espère que tu continueras à partager, que tu n'attendras pas autant d'années parce que tu fais du bien, Maxime. T'es gentil. Vraiment. Merci. Alors, merci de ton passage avec nous. Merci. Quel beau moment. Je pleure encore. T'es tellement touchante. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis moi, on va sortir boire de Kleenex, mais après. Bye bye tout le monde. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.